Bonsoir à toutes et à tous. La Bibliothèque Gulbenkian est ravie d'accueillir ce soir António Pinto Ribeiro pour la présentation de son dernier ouvrage Novo Mundo, Arte Contemporânea no Tempo da Pós-Memória, paru aux éditions Afrontamento en 2021, que nous saluons chaleureusement. Nous vous remercions toutes et tous d'être là ce soir pour assister à cet événement auquel vous pourrez participer en posant vos questions sur le chat de la plateforme Zoom ou alors solliciter la parole. António Pinto Ribeiro, que certains d'entre vous connaissent déjà, est essayiste, chercheur auprès du Centre d'études sociales de l'Université de Coimbra dans l'équipe du projet Mémoire, Enfants d'Empire et Post-Mémoire européenne et également programmateur culturel au Portugal et à l'étranger. Il a été directeur artistique de Culturgest depuis sa fondation, directeur de programme à la Fondation Calouste Gulbenkian, parmi lesquels il faut rappeler le programme Gulbenkian Próximo Futuro, consacré aux arts et aux cultures du Sud global. Commissaire en charge de plusieurs expositions internationales, il a également été commissaire général de Lisbonne, capitale ibéro-américaine de la culture en 2017, et actuellement, il est l'un des commissaires de l'exposition Europe Oxalá, une exposition d'art contemporain sur la question de la post-mémoire avec des artistes afro-européens issus de trois anciens empires coloniaux, la France, le Portugal et la Belgique. Cette exposition a été présentée dans un premier temps au MUSEM à Marseille, ensuite à la Fondation Calouste Gulbenkian à Lisbonne et enfin actuellement au Africa Museum à Tervuren en Belgique. Ses publications les plus récentes sont África, os Quatro Rios, a representação da África através da literatura de viagens europeia e norte-americana, chez Afrontamento, Miscelânea, chez Couturier et Peut-on décoloniser les musées, une publication de la Fondation Calouste Gulbenkian, délégation en France. Et plus récemment, Novo Mundo, Arte Contemporânea no Tempo da Pós-Memória, 6e volume de la collection Mémoire, Enfants d'Empire et Post-Mémoire européenne, lequel il vient nous présenter ce soir. À savoir que nous avons dans le public Margarida Calafate Ribeiro, coordinatrice des projets du groupe Mémoire, Enfants d'Empire et Post-Mémoire européenne, que nous saluons également chaleureusement. Donc, je passe d'ores et déjà la parole à António Pinto Ribeiro pour nous parler de cet ouvrage qui nous parle de l'art, de la post-mémoire et des sujets très, très intéressants. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Avant tout, je veux remercier Christine et Isabelle et la délégation de la Fondation Gulbenkian à Paris pour cet événement. J'avoue que présenter mon livre qui est assez récent, ça veut dire que je trouve que je n'ai pas encore la distance critique suffisante, même si on a de distance vis-à-vis de notre œuvre, mais dans ces cas en particulier, je pense que c'est assez fraîche dans mon esprit, dans ma mémoire, pour avoir une distance critique, disons, essayant de voir qu'est-ce que ça a très bien marché, qu'est-ce que ça n'a pas bien marché, quelles sont les qualités et quels sont les défauts du livre. Et pourtant, dans cette position que je me sens aujourd'hui et que je veux surtout partager avec vous, d'abord, la raison de la production du livre, donc le contexte qu'elle est apparue, et deuxièmement, parler un peu de la production et des questions qui sont sous-jacentes à cette œuvre. Ce livre, il est né d'un contexte très spécifique, ça veut dire il est né du travail de recherche que le groupe de recherche mémoire Fils d'Empire et Post-Mémoire européenne a
au Centre d'études sociales à l'Université de Coimbra depuis 2016 et duquel j'étais membre, chercheur et particulièrement intéressé dans les questions plutôt artistiques et de la culture artistique. Et bon, le débat à l'intérieur du groupe, la contribution de mes collègues, la direction de Marguerite de Calafat-Ribel en tant que chercheur principal ont été de très fortes stimulations pour que je puisse écrire ce livre dans des conditions assez fantastiques. Disons qu'avec avec le travail de recherche qui précède le livre, je crois que j'ai passé 3 ans à l'écrire. Et comme je disais, s'il y avait des artistes et des œuvres que je connaissais avant même cette recherche, c'est absolument fondamental que je le dise, que ça a été le travail de recherche, le travail de chercher ces artistes, ces œuvres, le travail en camp, ça veut dire un travail de voir des spectacles, voir des expositions, et surtout, pour quelques de ces artistes, avoir la possibilité de parler avec eux, travail qu'on a fait pendant presque 2 ans, avec Marguerite, avec Fatima, avec d'autres membres du groupe et notamment aussi avec les débats qu'on avait après les entretiens qui sont enregistrés et discutés dans le groupe de recherche. Et pourtant, à partir d'un moment, vous le savez si bien, qui est important une certaine solitude pour pouvoir écrire, se concentrer, et ça, disons, sont les derniers 2 ans auxquels j'ai dédié mes efforts et mon énergie à créer. Il y avait quelques difficultés, disons, aux limitations, si on peut dire, au début, qui était le format du livre. Je ne voudrais pas faire ni un livre d'histoire, ni un livre généraliste sur la question, mais plutôt un livre d'essai sur quelques artistes. Le livre d'essai me permettait d'abord individualiser le parcours et l'histoire de chaque artiste, parler d'une façon plus détaillée sur les œuvres de ces artistes, et en même temps essayer d'écrire une sorte de corpus théorique qui pourrait, de certaine façon, servir de fondamentation aux essais et aux livres. Bon, et c'est ça que je l'ai fait. Même avant de vous parler des artistes qui sont dans le livre, je voudrais dire qu'il y a 2 concepts qui ont été assez importants comme une sorte de balise, de référence pour écrire ces essais. D'abord, la plupart de ces artistes choisis, en effet 10 parmi les 13, sont ce qu'on peut appeler les Afro-Européens. Qui sont les Afro-Européens? C'est une expression d'Achille Mbembe et qui, d'une certaine façon, ils reprennent un mot créé par l'écrivaine Taï Selassie, qui, pour la première fois, a utilisé ces termes en disant que les Afropolitains ou Afro-Européens, c'est la même chose, sont des significats. C'est quelqu'un qui manège
une certaine identité, une sensibilité africaine et en même temps très urbain. C'est un terme qui plus tard va être disséminé par les grandes villes européennes et nord-américaines, qui sont surtout des artistes ou des intellectuels, des écrivains, qui refusent une idée d'une essentialité africaine et en même temps qui prennent en compte l'importance, le contribut de la diaspora africaine en Europe, aux États-Unis et même en Amérique latine. Ces Afro-Européennes, aujourd'hui, ils occupent une place absolument déterminante, surtout si on parle de la scène artistique, dans la scène artistique européenne. Ils font partie des festivals, ils sont invités à s'exposer ou exposer de ces œuvres dans le musée, dans le foire des arts, dans des événements artistiques. Ils sont importants au niveau des festivals de musique. Ils sont déterminants dans la littérature européenne d'aujourd'hui. Et si on regarde, par exemple, les grands festivals de cinéma, ils sont là aussi. La contribution d'eux, c'est absolument fondamental pour la scène artistique d'aujourd'hui. Les artistes qui font partie du livre sont, je vais le citer, Amalia Escriva, réalisatrice franco-algérienne, qui est noire, Fatima Sassimi, réalisatrice franco-algérienne aussi, mais surtout qui fait des documentaires très focalisés sur les questions de migration et les questions de la femme. Margarida Cardoso, réalisatrice portugaise. Le Théâtre Griot, la première compagnie de théâtre au Portugal qui s'est focalisée soit dans le répertoire des auteurs africains, soit dans l'appropriation des auteurs et des œuvres classiques et qui sont travaillés de façon assez spéciale avec des dramaturgies que ces groupes d'acteurs africains ou afrodescendants ont créé à Lisbonne en 2012. Francisco Vidal, un artiste visuel, luso-angolais. Louise Narbo, une photographe franco-algérienne aussi. Delujas, un artiste visuel luso-angolais. Nuno Ferreira, un artiste visuel portugais. John Cap Cobra, artiste visuel congo-belge. Katia Kameli, artiste visuelle franco-algérienne et qui a été, comme vous avez cité l'Europe Ochala, qui a été une co-commissaire de l'exposition. Et Mimpen, artiste visuel congo-belge, aussi co-commissaire de cette exposition. Anna Mendes, artiste performeur portugais qui habite au Royaume-Uni depuis quelques années, et Dino Santiago, musicien luso-cap-vert. Parmi les 13 que je vous ai dit, il y a 3 qui n'ont pas une expérience biographique d'avoir habité en Afrique. Et pourtant, ces 3, ils ont été choisis parce qu'il y a quand même, dans les travaux qu'ils font depuis le début de sa carrière, de façon assez déjà longue, ils ont une sorte de complicité, soit au niveau politique, soit au niveau artistique et politique. Les sujets comme la question de la post-mémoire, le sujet comme le
colonialisme, le postcolonialisme, le racisme, la question écoféminine, la question de la transmission des mémoires, le trauma, le traditionnel et la modernité, la relation entre l'Europe et l'Afrique, et dans ces cas-là encore d'une façon plus détaillée entre les ex-empires européens et les pays qui ont été colonisés par ces ex-empires. Et pourtant, il y a toute une circulation d'informations, une empathie au niveau artistique, de langage notamment, parfois même de techniques qui sont importants, la raison par laquelle je vous ai consacré aussi des essais. Ces artistes, les 13 artistes, ils ont en commun, parmi d'autres choses, deux qui sont, de mon point de vue, importants au niveau d'essayer un corpus théorique. D'abord, au niveau technique et de langage, la plupart d'eux, ils ont pris sa formation artistique et culturelle en Europe, soit à Lisbonne, soit à Bruxelles, soit à Paris, soit dans les autres villes, soit à Marseille, soit à Lyon, enfin, soit à Anvers. Ils ont eu une formation au niveau de l'histoire de l'art européenne et occidentale. Ils ont eu un apprentissage au niveau des langages artistiques, au niveau de technique, au niveau de technologie qui fait qu'on puisse les appeler comme des artistes de la scène contemporaine européenne. Mais en même temps, ils ont une autre qualité. Je crois que c'est même une qualité. Parmi eux, il y a d'abord des artistes qui ont des échos, des mémoires qui ont été transmis par ses parents et les grands-parents, ce qui vient à définir un peu ce qui est la post-mémoire de façon assez simple, et qui est vraiment la transmission des mémoires des parents et des grands-parents. Ils sont des mémoires qui sont vécues comme si elles appartenaient à ces artistes, mais à part ces mémoires, il y a soit un apprentissage de techniques qui vient de quel pays africain. Par exemple, Emin Pen, qui est un sculpteur, il utilise une technologie et une technique dans sa sculpture, dans ses sculptures, qui a appris avec son père, qui était déjà un grand sculpteur congolais. Il y a d'autres techniques de collage, par exemple, qui sont assez différents des collages que les artistes contemporains qui habitent ou qui ont fait sa formation en Europe utilisent. Il a des choses beaucoup plus subtiles, comme par exemple au niveau de la pensée ou d'une certaine épistémologie, pour utiliser avec poids, qui est il y a une certaine pensée, par exemple, au niveau du temps, au niveau de l'espace, de la sagesse ou même de la connaissance ou des connaissances traditionnelles en Afrique qui sont assez différents. C'est le même concept de l'épistémologie occidentale du Nord. Et à ces niveaux-là, il y a des choses qui sont assez intéressantes parce qu'on peut regarder, on peut s'étonner avec une certaine étrangeté sans savoir d'où elles viennent. Et finalement, cette étrangeté, elle vient de la mémoire transmise, acquis, plus ou moins consciemment,
et en même temps de ces détails de technologie, de ces détails de technique, de ces détails dans certains matériaux qu'ils utilisent dans ces travaux. Ou, bien sûr, la thématique. La photographie et le cinéma qui est fait par ces cinéastes ou ces photographes ont toujours des échos, soit de la ville ou d'une certaine ville africaine ou habiter ses parents, soit d'une certaine biographie ou certains héros qui sont africains ou qui appartiennent à des nations africaines du passé. Et pourtant, il y a aussi d'autres choses qui provoquent cette étrangeté. Et pourtant, en Europe, on regarde le travail de ces artistes comme de la scène artistique contemporaine. Ce qui est assez intéressant, c'est aussi comment ils sont reçus quand ils voyagent, notamment pour l'Afrique. Et à ce moment-là, il y a d'un côté une étrangeté vers ça. Ça veut dire que les publics africains, ils regardent ces œuvres, sauf peut-être le cinéma documentaire et la musique duquel ils se sont très proches, mais en même temps, pour les arts visuels, pour la littérature, une certaine étrangeté du fait qu'il y a en même temps toute une autre technologie européenne, une technique et des thématiques qui sont apprises et utilisées dans ces œuvres. Ces artistes ont une démarche absolument transnationale et transterritoriale. Ces artistes portent dans ces œuvres une énergie combative face à l'héritage du colonialisme, par exemple. Ces côtés transterritorial, bien sûr, c'est un effet de la globalisation et de la mondialisation au niveau des circuits artistiques, mais c'est aussi parce qu'aucun de ces artistes se réclame d'être un artiste africain. Concept d'ailleurs assez réactionnaire et très néocolonial parce qu'il n'y a pas un artiste africain qui soit un prototype de tous les artistes africains. Mais même en critiquant ces concepts, à part ça, ils ont vraiment comme autoréférence, comme identité, l'idée d'être un Afro-Européen et parfois même ils se dénominent comme Européens. C'est un débat assez fascinant, notamment entre ces artistes et entre la scène artistique. Où est la limite de sa afro-descendance, de sa afro-européennité, et en même temps où est l'énergie, la potentialité, l'identité aussi européenne. Dino de Santiago, par exemple, qui est un chanteur, affirme qu'il est au Cap-Vert un Cap-Verdien et au Portugal un Portugais. En conclusion, il le dit aussi, il est un Européen. Du point de vue d'autres, je vous disais qu'il y a eu de délimitation, au moins de problèmes sur lesquels, à partir desquels je suis confronté.
d'abord, il n'y a pas beaucoup d'informations, soit de niveau secondaire, soit de niveau primaire et fondamental. Il n'y a pas, pour la plupart des artistes, il n'y a pas d'information qui soit actuelle, qui soit crédible et en même temps qui on peut voir des formations où on peut voir les œuvres que les artistes ont produit. Et pourtant, ça commence ici, le premier pas de ce pèlerinage. Il a fallu, comme je vous ai dit, faire un travail de recherche sur les travaux des artistes, recueillir le maximum des informations, parfois pas crédibles. Il fallait faire un check-up de tout ce qui se passait en tant qu'information dans le réseau social ou dans le Wikipédia. Même si on connaissait ou si on savait qu'il y avait des artistes qui avaient des sites, qui avaient des Instagram ou d'autres genres, enfin beaucoup, quand il y avait des magazines ou des journaux, je les ai utilisés comme faisait tout le groupe, mais même comme ça, il y avait une limitation. C'est à partir du moment où le choix a été fait qu'un dialogue avec les artistes choisis, ils m'ont donné d'autres informations plus détaillées, plus actuelles, qui m'ont permis de faire un travail plus approfondi de la carrière et des œuvres qu'ils ont produites. L'autre énorme problème, c'est au niveau d'un corpus esthétique ou d'une théorie artistique pour ces artistes et pour ces œuvres. Et alors, à ce moment-là, j'ai trouvé un chemin qui a été un chemin de trouver, lire et comparer une certaine littérature hybride, ça veut dire de littérature produite en Europe, aux États-Unis, au Mexico, sur les œuvres des artistes non européens traditionnels et essayer aussi de trouver chez les intellectuels sud-africains, marocains, de la Nigeria, des textes qui puissent d'une certaine façon aider dans la formulation des concepts et la formation sémantique surtout sur ces articles et ces œuvres. En même temps, c'était un défi assez fascinant parce que faire la philosophie ou écrire un essai, c'est surtout créer des concepts, en même temps créer des concepts qui puissent se soutenir eux-mêmes et puissent avoir une certaine vocation universelle vis-à-vis d'un groupe élargi de lecteurs. Bon, et c'est ça que j'ai fait, notamment avec des livres et des auteurs, soit plus anciens, soit plus récents, qui nous permet d'avancer pour ces œuvres avec une certaine sécurité. Ces artistes ont aussi besoin de trouver un public, ou des publics dans le cas, et savoir qu'est-ce que ces publics pensent, ou qu'imaginent, ou qui fantasient sur les œuvres de ces artistes. Ça a été aussi un travail de recherche et un travail important au niveau de savoir quels sont les échos de ces productions, parce que une chose, c'est une certaine séduction de la part des programmateurs ou des commissaires vis-à-vis ces choses étranges qui sont arrivées vers mes 20 ans. Mais autre chose, c'est savoir comme ces gens-là, ils sont peu à peu précieux. S'ils sont
collectionner. Il dirige une compagnie de théâtre, il participe au Biennale des Arts, comme je vous ai dit, mais pour la plupart du public, notamment pour les journalistes, j'ai senti que la plupart d'entre eux avaient vraiment cette manque, cette faute du langage qu'ils puissent d'une certaine façon transmettre au public qui n'a pas vu les œuvres de quoi il parlait. Il y a un cas qui est quand même un cas exceptionnel et que le résultat d'un travail de recherche et d'accompagnement qu'un journaliste et critique musical fait depuis des années, qui est Victor Valenciennes, et qui, d'ailleurs, qui est un partenaire important du groupe Mémoire, et qui connaît, qui travaille avec la plupart des musiciens, ce qu'on appelle les producteurs de musique, et les DJ, surtout dans la région métropolitaine de Lisbonne, et qui a recueilli tout un travail depuis le début de cette vague qui a démarré à Lisbonne depuis 15 ans, 10 ans, plus ou moins. Et lui, il est arrivé à écrire un livre qui d'ailleurs fait partie de la collection de mémoires Frontemento, et qui est un livre sur ces artistes, leur musique, ses travaux, ses parcours biographiques. C'est aujourd'hui un travail fondamental, incontournable pour savoir ce qui se passe au niveau de la musique. Mais c'est un cas assez exceptionnel. J'ai recherché, je n'ai pas trouvé grand chose au niveau des livres sur les arts visuels de ces artistes, au niveau du cinéma, au niveau, disons, au niveau du théâtre. Il y a pour la littérature une importante bibliographie critique, surtout en France, beaucoup plus qu'au Portugal et beaucoup plus qu'en Belgique. Comment je fais la sélection des artistes pour le livre? J'imagine que c'est une question qui vous avez en tant que curieux de ce livre, qui est d'abord, comme j'ai dit, au fur et à mesure que je connaissais les artistes, qu'on faisait les entretiens avec eux, on se rendait compte soit l'importance et la qualité des œuvres, mais aussi sur la pensée que chacun d'eux avait, soit sur l'œuvre, soit sur la scène artistique et sa contribution. Et pourtant, c'était surtout au niveau de la pertinence des œuvres. Des œuvres qui s'occupaient beaucoup, en particulier, sur la question de la mémoire et la question afro-européenne. Ces artistes, ils ont été assez importants parfois quand ils arrivaient à partir d'une sorte, comme ils disaient eux-mêmes, à partir d'une sorte de décret zéro, d'un corpus théorique sur le travail eux-mêmes, d'eux-mêmes, mais complètement disponible pour le débat, complètement disponible pour répondre à des questions qu'ils ne savaient même pas qu'on puisse les poser, de dialoguer, de réfléchir. Il y a eu beaucoup de fois qu'après un premier entretien en fait dans le contexte du travail de chant, dans la préparation du livre, ils m'appelaient ou ils envoyaient des emails en disant je me souviens de ça et de ça, ça sera quelque chose qui vous intéresse, oui ou non. Et bon, ça a été une sorte de certaine façon,
co-écriture ou co-production littéraire dans le sens de littérature d'essai qui est le résultat de ce travail. Je vais montrer une sorte de curiosité qui est OK. Alors, je vais montrer quelques images des artistes qu'on a, moi et Marguerite, qu'on a attribué très en particulier. On a fait des entretiens qui sont aujourd'hui dans une base de D qui est en train d'être énoncée brièvement, qui est disponible pour le public et tous les artistes de l'époque, la plus ou moins. Ici, avec les réalisateurs, cinéastes portugais qui habitent à Viena d'Artia. C'est le cas. Ces images que je vais montrer ne sont pas nécessairement des artistes qui font partie du livre, sont surtout des artistes avec lesquels on a fait un travail de chant, enfin, qu'on a fait des interviews. Si c'est Francisco Vidal, un peintre qui fait surtout, qui se focalise récemment sur le portrait et l'autoportrait, c'est quelqu'un qui a une vitesse de dessin absolument incroyable et en train de produire une collection de 1500 dessins portraits. Je crois qu'aujourd'hui il va y avoir 200, 200 quelque chose, et qui sont soit ses amis, soit sa famille, lui-même, des artistes qu'il a connus, des héros des indépendances africaines, des DJ, des gens qu'il trouve par hasard dans le circuit artistique de passe. Et à part ce portrait, il travaille aussi beaucoup sur, notamment au niveau de la peinture, sur une certaine représentation tropicale avec beaucoup d'ironie et je dirais même beaucoup de cynisme vis-à-vis l'imaginaire qui est toujours au-dessus de cette idée de tropicalisme au Portugal. Ici, je suis avec nous, voilà, c'est quelqu'un qui n'a pas vraiment une biographie africaine, mais qui est fils d'un médecin militaire qui a été en Afrique, et c'est le passé de son père, le mémoire de son père, et après ça, tous les intérêts qu'il a au niveau de la question coloniale et postcoloniale, qui travaille notamment au niveau des archives. C'est quelqu'un de très compulsif. Par exemple, la maison où il habite, qui est dans un petit village au centre du Portugal, je dirais que peut-être 300 mètres carrés, la maison est occupée avec des archives, bon, pas encore des archives, des journaux, des magazines, enfin, ce sont des piles et des piles sur lesquelles il travaille. Pardon. Ici, c'est Daniel Coquen d'Orléans, c'est un artiste franco-algérien aussi, très conceptuel, qui travaille beaucoup, mais vraiment d'une façon intense. C'est quelqu'un qui travaille surtout au niveau de la représentation minimale
des choses monumentales. C'est-à-dire pour lui, travailler avec le minimum des objets, et en même temps, lui donner à ces objets une capacité, une potentialité d'expression, notamment au niveau du colonialisme et de l'esclavage. Katia Kameli, qui est une artiste, comme je vous ai dit, c'est une artiste franco-algérienne, qui est commissaire, co-commissaire de cette exposition et qui travaille d'une façon très particulière, à mon avis, c'est une des grandes artistes franco-algériennes aujourd'hui en France. Et parmi d'autres œuvres, là, vous voyez sur la gauche Trou de mémoire. C'est une sculpture sur laquelle elle a fait des photographies. Une sculpture qui cache une autre sculpture, comme c'était une mémoire qui est cachée, un jour peut sauter de cet emballage qu'il y a là-dessus. Et c'est aussi quelqu'un qui a une trilogie des films, romans algériens, et un projet visuel qui est en même temps un projet historiographique et littéraire à partir surtout des images. Le focus, son objectif, c'est finalement de trouver et d'écrire avec ces romans algériens une autre histoire pour l'Algérie, surtout notre narratif pour l'Algérie qui ne soit pas l'histoire officielle coloniale de la France et qui d'une certaine façon est beaucoup présente encore à l'Algérie. Et en même temps, c'est quelqu'un qui s'intéresse beaucoup dans le rôle pionnier, fort et déterminant des femmes d'Algérie dans le processus d'indépendance et après dans la décade noire et nègre pour que l'Algérie a passé pendant la décade de 90. Agnès Lim, qui est une directrice de théâtre, qui a fondé la compagnie d'art central, qui travaille beaucoup sur l'histoire de la représentation européenne vis-à-vis du processus colonial et surtout vis-à-vis de la représentation de l'Africain en Europe, en faisant surtout un théâtre de marionnettes ou de petits matériaux et qui est soit pour les enfants, soit pour le père de ses enfants. Dalujas, qui est un artiste angolais qui travaille à partir de photographies qu'il ramasse chez des amis, chez ses archives personnelles, chez dans Pharopus, et puis il travaille ces photos en utilisant une technologie chimique qui fait que les photos apparaissent tous en bleu azulage baroque du Portugal sur la question principale aujourd'hui, notamment pour certains pays africains, sur la continuité ou discontinuité du colonialisme et du post-colonialisme dans certains pays. Noubaret, qui est quelqu'un qui est né à Guinée, qui habite à Paris depuis quelques années et qui travaille beaucoup sur les histoires de enfin, c'est pas le cas dans cette photo, il travaille sur la présentation africaine dans le contexte des drapeaux. Ici, c'est un trou que vous voyez, Afrique disparaissait dans la plupart d'autres représentations d'autres pays et en même temps il fait
tout un travail sur la représentation du trauma ou des conflits dans son pays natal qui est la Guinée, et qui a comme curiosité un recours obsessionnel ou rouge et une sorte de bande dessinée avec personnages assez défigurés et assez monstrueux qui habitent son imaginaire plasticien. Puis ça, ici, sont des... Voilà, c'est le travail de champ. Okay. Je voudrais finaliser avec une question sur laquelle on ne travaille pas beaucoup, notamment à l'académie, et je trouve absolument essentielle, qui est l'importance de la musique dans ces contextes, dans ce contexte d'enseignement artistique, dans ce contexte de la post-mémoire, dans ce contexte de combat, il faut dire, contre certaines idéologies racistes qui habitent entre nous. L'importance énorme qui ont le jeune musicien. Aujourd'hui, comme vous savez, les musiciens, ils travaillent chez eux avec des ordinateurs, ils produisent de la musique avec toute une machinerie, enfin, machinerie, c'est un concept assez 19e siècle, avec tout ça, tous ces appareils de communication, de production digitale qui font ces musiques sont en même temps jouées et présentées à Lisbonne, dans un petit village au nord du pays, comme à Londres, New York ou Tokyo. L'importance de ces musiciens, qui ont tous des pseudonoms, vous savez, ils s'appellent comme DJ Nervoso, Mar Fox, Niga Fox, DJ Niga, DJ Firmeza, etc., etc. Et selon eux, la raison par laquelle j'utilise ces noms artistiques, c'est d'abord pour n'être pas identifiés, parce que d'une certaine façon, ils sont associés, ils ont à démonstration, à manifestation qui peut arriver à Lisbonne, pas à Lisbonne, n'importe où. Et en même temps, c'est une façon de dépasser son nom d'origine pour trouver eux aussi un nom artistique hybride comme le travail qu'ils font. Je crois que pour finir, bon, et voilà. Je suis disponible pour vos questions si jamais il y a quelqu'un qui a envie de le faire. Alors, pour l'instant, nous n'avons pas de questions. Je pense que nous pouvons déjà commencer par remercier António Pinto-Ribeiro pour sa présentation très riche et le féliciter pour son travail qui consiste à favoriser le dialogue et à donner la parole aux artistes. Moi, j'ai une petite question. Après, je ne sais pas si d'autres veulent le faire. Alors, le contexte dans lequel un artiste travaille influence sa production. Un artiste évoluant en Afrique est forcément sensible à son environnement.
Comment cela se passe lorsqu'il est en Europe? Merci Christine pour la question. Bon, disons, il y a quelques détails à prendre en compte. D'abord, la plupart des artistes, de mon livre, la plupart des artistes qui font partie de la base de D sont des artistes qui sont nés en Europe, qui appartiennent à la deuxième ou troisième génération. La grande majorité est née en Europe et a fait l'école primaire, secondaire, de beaux-arts ou l'école de cinéma, comme ses copains, ses amis, ses voisins, ses collègues ont fait dans le système éducationnel, artistique des pays européens. Mais c'est vrai qu'il y a quelques-uns d'entre eux qui sont nés en Afrique et qui sont venus en Europe à 10, à 15, même à 17 ans. Pour cela, ce qui se passe, c'est qu'ils arrivent avec une autre formation et surtout avec ce que vous dites de façon très pointue, qui est avec la conscience que les conditions de production en Afrique sont toujours, aux beaucoup de fois, très limitées. Ce que je vais dire, c'est pas, ça ne va être pas généralisé, mais parmi d'entre eux, il y a des artistes qui, en sachant bien comment ils ont vécu les limitations à la production, sont beaucoup de fois très simples et au niveau des objets ou des matériaux qu'ils utilisent en Europe en faisant ces œuvres. Soit au niveau du matériel qu'ils utilisent, soit au niveau du coût de ces matériaux, soit même au niveau des assistants qu'ils ont ou ils n'ont pas pour faire ces œuvres. Je crois qu'ils ont toujours un regard, ou pas tous, mais il y a quelques-uns, au moins ceux que je connais, ils ont toujours un regard très consciencieux de ce qui est produit en Afrique et ils prennent ça en compte. Est-ce que quelqu'un a des questions, des commentaires à faire? On vous laisse la parole. Oui, Christine et Antonio, si je peux. Je suis quand même très engagée dans ce travail, comme Antonio a dit, avec une générosité qu'il caractérise en tant que chercheur et en tant que programmateur culturel. Et je voulais vraiment dire que c'est quelque chose d'absolument nouveau, cette Europe que se prononce par des questions qui sont dans notre agenda politique aujourd'hui, surtout en France, toutes les questions de la restitution, toutes les questions de la repentance, etc., qui sont en discussion parce que le président Macron a eu une position assez nouvelle en tant que politicien. Et ce qui est très intéressant dans ce travail de terrain qu'on a vu et qu'Antonio a mis dans son œuvre d'une façon très, très intéressante et très, très nouvelle, c'est exactement que dans le champ artistique, toutes ces questions sont là et elles sont développées, soi-disant, un peu avant qu'elles arrivent dans l'agenda social et politique. Et ce que je voulais vraiment demander à Antonio, parce que ça m'a sensibilisé énormément dans cette recherche et dans son livre en particulier, c'est cette soi-disant nouvelle visibilité des femmes. Les femmes sont vraiment dans ce combat et elles produisent des œuvres absolument incroyables à ce niveau. Je voulais quand même te demander, Antonio, surtout pour l'audience, que
que tu parles un peu de ça qui t'a touché et qui est très présent, très fort dans ton livre. La présence de ces femmes, soi-disant, dans les arts et dans ce thème. Merci, Marguerite. Oui, en effet, il y a une énorme quantité de femmes qui appartiennent à cette scène artistique dans l'époque de la post-mémoire. Et ça a beaucoup à voir, à mon avis, avec d'autres choses. D'abord, par le fait que, à part d'être artistes, elles sont une grande partie, et elles sont aussi de femmes pour lesquelles la question féminine, la question des droits des femmes, la question, des questions qui ont beaucoup à voir nouvelle forme de sustentabilité. La question écologique est très prise en compte par beaucoup de ces artistes. D'autre côté, aussi important pour ces artistes, c'est la façon comme elles regardent le passé, notamment le passé, par exemple, de ses mères, de ses grandes-mères, ou le passé des femmes qui ont vécu ou qui habitent aujourd'hui en Afrique dans des conditions qui ont été toujours très limitées au niveau des droits, très limitées au niveau d'éducation, très limitées au niveau même de l'apprentissage des connaissances, même savoir écrire, apprendre à écrire et à lire. Et je crois que ça, c'est important, très important pour ces femmes, les artistes. N'oublions-nous que, par exemple, il y a même aujourd'hui encore, notamment dans les pays africains et dans les régions agricoles, il y a c'est difficile de trouver des femmes artistes. Et ça a une raison très forte. Comme je vous disais, en Afrique, surtout dans la région agricole, mais pas seulement, les femmes commencent à avoir des enfants à 14-15 ans et à s'occuper de la famille, à s'occuper du père, des frères et tout ça, sans aucun temps pour être artiste, sans aucune disponibilité ou possibilité pour apprendre une formation artistique et même une formation générale. Et je crois que ces faits perturbent et c'est quelque chose avec lequel ces femmes artistes qui ont heureusement d'autres possibilités, qui ont heureusement d'autres conditions de travail, elles ont en compte en se regardant derrière ce qui se passe ou ce qui s'est passé ailleurs. Vous avez d'autres questions, d'autres commentaires sur ces questions-là? Marguerite Calafate-Ribeiro a évoqué la question des musées. Je sais que c'est un sujet que vous chérissez. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à propos de ça, par rapport aux collections qui ont compte restituer? J'ai rien compris, je m'excuse. Ah, veuillez m'excuser. Non, c'est très bas. Ok. Je disais, par rapport à la question des musées, Oui. c'est un sujet que vous chérissez beaucoup. J'aimerais savoir qu'est-ce qui se passe, par exemple, par rapport au Portugal, et entre la différence entre le Portugal et la France, par exemple. À quel niveau, Christine? Parce qu'il y a une étude qui a été faite ici en France, Marguerite Calafate en a parlé,
Donc, j'aimerais savoir quelle est la situation au Au Portugal. niveau de la restitution des œuvres. Oui, Ah, dernièrement, ok. Miyakoto s'est exprimé à ce sujet aussi. Enfin, voilà. Bon, la situation au Portugal, c'est déficitaire, très, très sympathique à ce niveau. Il a eu là 3 ans et demi, quand ce sujet est rentré dans l'agenda médiatique au Portugal pendant quelques semaines. La position du gouvernement portugais à cette époque, qui continue à être la même position, c'est que ce n'était pas un sujet prioritaire parce qu'il n'y avait aucune demande de la part du gouvernement des ex-colonies portugaises. Et pourtant, ça ne valait pas la peine de commencer à débattre, mettre l'agenda politique. Moi, je trouve que ça, c'est pas correct parce que on doit commencer par un fait basilaire qui est la plupart des œuvres, de ces œuvres sur lesquelles on parle, sont des œuvres qui ont été volées. Point. Ces œuvres ont été volées indépendamment de être ou non demandées pour les ex-colonies portugaises. D'abord, il fallait faire un inventaire de ce qu'il y a, documenter ces œuvres au détail et commencer un débat avec le gouvernement des pays ex-colonisés du Portugal. Parce que je pense qu'au niveau éthique, au niveau de la justice universelle, je dirais même kantienne, il y a une obligation de restituer les œuvres. Elles ont été volées. On n'attend pas que la personne ou le groupe qui a été volé puisse demander. Parce que, par exemple, au niveau des œuvres, il y a une énorme ignorance, ce qui n'est pas le fait, en France, en Belgique ou des autres pays, parce que la plupart des gouvernements d'ex-colonies, ils ne savent même pas quelles sont les œuvres qui ont été volées. Comme d'ailleurs, une grande partie des musées qui ont ces œuvres ne savent même pas quel est le contenu. Il y a quelques mois, il y a quelques mois, l'ICOM Portugal, comme vous savez, c'est la plus grande association de musées du monde qui a une représentation dans chaque pays. Au Portugal, ils ont fait une enquête aux 442 musées sur les œuvres. Ils n'avaient même pas volé ou même africain. Ils disaient quelles sont et combien d'œuvres vous avez dans vos musées qui ne sont pas d'origine européenne. Pourtant, même la formulation a été quand même subtile. Et ces groupes d'icônes, ils ont reçu 46 réponses à cette enquête. Ça dit aussi que comme cette question qui est une question absolument fondamentale pour le monde aujourd'hui, pour la décolonisation de ces pays et de l'Europe, ce n'est pas une question prioritaire pour le Portugal. Il faut dire aussi que entre le moment du fameux rapport sur en 2018 sur l'obligation de restitution des œuvres au pays ou nation d'origine, entre ce moment-là et aujourd'hui, il y a déjà plus de 400 événements, situations, réclamations, restitutions
des œuvres qui sont faites. Il y a tout un mouvement au niveau mondial, de l'Australie au Chili, au Nigeria, au Bénin, qui fait partie je dirais même du quotidien des musées, du gouvernement et de groupes de recherche, connaissances, qui pensent, qu'il est impératif, incontournable de rééditer les œuvres qui ont été volées pendant les périodes de l'esclavage et du colonialisme. Et après le colonialisme aussi. Et encore, par rapport à cette question, croyez-vous que ce serait important que, par exemple, les pays colonisateurs aident ces pays à bien conserver ces ouvrages? Parce que parfois, il peut y avoir, il ne peut pas exister des conditions idéales pour la préservation. Voilà. Bon, ça, c'est notre sujet assez complexe et en même temps très fascinant. Vous voyez, au contraire, ce qu'on dit, Afrique, le cas d'Afrique, parce qu'il y a d'autres situations au Vietnam, en Corée, enfin, en Asie. Le cas d'Afrique, il y a beaucoup plus de musées qu'on y pense. Il y a aujourd'hui 50 musées qui sont différents, ça dépendant du pays, tout ça, et qui sont en construction tous les jours. Mais il y a des objets qui sont, ou qui devront, ou qui serait bien de les transférer du musée européen pour un musée en construction en Afrique. Et il faut aussi dire que les musées qui ont une belle invention européenne, ce n'est pas la seule capable de garder les objets de culte et les œuvres d'art. Parce qu'il y a beaucoup des objets traditionnels qui ont des centaines des années, qui sont gardés, de même genre, la même espèce, sont gardés dans certains villages, dans des conditions qui sont assez bien pour les œuvres que le musée. C'est-à-dire qu'il faut pour chaque œuvre, pour chaque objet, pour chaque situation, et ça c'était déjà la recommandation du rapport, il faut trouver la solution qui est meilleure puisse conserver et être disponible pour que les populations puissent le regarder. C'est un peu ça que dans certains cas, c'est en train de se faire. Il y a des maisons, de garde des objets qui ne sont pas nécessairement musées, mais qui sont bien gardés. D'accord. Donc, je ne sais pas s'il y a d'autres questions, si Margarida Calafate Ribeiro veut s'exprimer, ceux qui assistent. Non? Merci Christine et Antonio, c'est très très intéressant en tant que discussion et je suis très ravie que la Fondation Gulbenkian nous accueille avec nos travaux, spécial avec celui d'Antonio, mais avec tous les travaux de mémoire. Merci bien Christine et la Fondation. Donc, s'il n'y a plus de questions ou de commentaires, nous allons terminer. Nous allons terminer, donc. Obrigado, Cristina et Isabelle. Ça va? Vous m'entendez? Oui, la caméra. Voilà. Donc, je remercie à tous pour votre réponse, surtout António Ribeiro, Margarida Calafate. La
participation de ceux qui ont assisté. Voilà. Et je vous dis qu'on aura d'autres rencontres brièvement dans le mois prochain. Voilà. Merci beaucoup. Merci à tous.